Bonjour tout le monde, je m'appelle Simon, bienvenue dans mon espace YouTube Contre-courant. Ici, ce que j'essaie de faire, c'est prendre les sources d'informations les plus sûres qui sont à ma disposition pour essayer de répondre à des questions sociétales qui sont, à mon avis, importantes. Si vous voulez avoir accès à mes notes, ainsi qu'à l'information que je n'ai pas inclus dans cette vidéo et aux sources de cette information, vous n'avez qu'à cliquer dans la boîte descriptive qui se trouve juste en dessous de ce vidéo. Le sujet de notre conversation d'aujourd'hui va être sur les frais de scolarité. Si vous ne le saviez pas, le gouvernement Charest va augmenter les frais de 325 sur 5 ans, donc 325 par année, ce qui équivaut à une hausse de 1600 $. Cela s'accumule à nos frais de scolarité que nous payons en ce moment, ainsi qu'à la hausse des frais de scolarité qui a déjà été décidée là maintenant 3 ou 4 ans, si je ne fais erreur. Bien sûr, il y a aussi les frais d'administration universitaire. Ces frais ne sont pas réglementés par le gouvernement, donc ils peuvent varier d'institution en institution. Ils peuvent aussi augmenter aussi rapidement ou lentement que l'institution le décide. Alors, la manière que je vais procéder pour faire cette vidéo est fort simple. Je vais commencer par vous donner un contexte global de la situation de nos universités en ce moment, 2011. Et ensuite, je vais partager les 7 choses qui se passent lorsqu'on augmente les frais de scolarité au Québec. Alors, commençons par les années 60. Dans ces années, il y a eu une hausse de demande pour les universités tellement importante que le gouvernement a été poussé à construire la majeure partie des universités que nous connaissons aujourd'hui. Depuis ces années, il y a eu des constructions ici et là d'infrastructures universitaires, mais rien de vraiment significatif, ce qui fait que l'offre de l'étude post-secondaire au Québec a stagné depuis ces années-là. Aujourd'hui, nous assistons aussi à une autre hausse de la demande causée par plusieurs facteurs. Numéro 1, les employeurs québécois demandent de plus en plus de diplômes universitaires pour leurs employés. Depuis les années 80, on peut vous dire que le taux de décrochage secondaire et collégial a baissé. Donc, il y a une plus grande proportion des étudiants qui ont accès à l'université et qui choisissent d'y aller. D'autre part, le coût associé à l'enseignement pour l'étudiant moyen grimpe plus rapidement que le taux d'inflation au Québec. Bien, pour plusieurs raisons. Les frais de technologie. Il faut maintenant avoir le plus d'ordinateurs possible dans nos universités, mais il faut aussi fournir une connexion Internet sans fil pour chaque étudiant. Pour ne nommer que 2 exemples. Si on considère qu'il faut faire des mises à jour à cette technologie de plus en plus fréquemment, eh bien, cela fait monter les coûts. D'autre part, notre infrastructure vieillit. Comme je disais plus tôt, la majeure partie de nos infrastructures universitaires ont été construites en 1960. Et plus une université ou n'importe quel bâtiment devient vieux, plus il coûte d'argent pour le maintenir en ordre et le maintenir fonctionnel à pleine capacité. Numéro 3, les frais administratifs. Plus il y a d'universitaires, plus il en coûte cher en frais d'administration, de gérance et tous les frais afférents qui viennent se greffer à cette catégorie. Donc, pour ces 3 raisons, les frais d'université montent plus haut que le taux d'inflation. En ce moment au Québec, un étudiant qui fait un programme de 3 ou 4 ans peut s'attendre à accumuler un taux de dette moyen de 14 000 $. Finalement, j'aimerais souligner qu'il semble avoir un changement de perception de l'éducation universitaire au Québec. Dans les années 60, l'université était considérée comme un bien public et un diplôme universitaire était vu comme quelque chose qui allait aider la société en général. Aujourd'hui, il y a quelques différences. L'université est de plus en plus perçue et traitée comme un bien privé et le diplôme universitaire est quelque chose qui va bénéficier de l'individu et moins de la société. Alors, commençons à discuter ce qui arrive lorsque les frais de scolarité augmentent. Alors, la première chose est comment les universités doivent limiter le nombre d'étudiants qui viennent dans leurs institutions lorsque les frais de scolarité augmentent. Pourquoi? Eh bien, historiquement au Canada, plus les frais de scolarité ont été augmentés, moins le gouvernement a subvenu aux besoins des universités au niveau monétaire. Ce qui veut dire que plus les frais de scolarité augmentent pour les étudiants, moins le gouvernement aide les universités en termes de pourcentage. Et qu'ils ont dû s'adapter aux limitations imposées par le financement gouvernemental. Ceci inclut, mais n'est pas limité, aux moyennes des notes que les étudiants ont au niveau collégial ou secondaire. Alors, si vous n'avez pas d'assez bonnes notes, les universités ne vont pas vous accepter, ou aussi des trucs comme des lettres de référence. Le fait que ces moyens de limitation pour les étudiants existent déjà au Canada est une preuve que les universités n'ont pas le financement requis de la part du gouvernement pour réussir à pallier
à la demande du marché. La deuxième chose qui se passe est que, au fur et à mesure que les frais de scolarité augmentent, on peut de moins en moins dire que nous avons le même système que les baby boomers avaient lors des années 60. Si vous ne le saviez pas, les baby boomers ont en grande majorité gradué de l'université sans aucune dette étudiante. Deuxièmement, si on prend les frais de scolarité en ce moment et qu'on regarde par exemple ceux de Jean Charest que lui a payé et qu'on prend en considération le taux d'inflation entre ces deux périodes de temps, on se rend compte que Jean Charest payait beaucoup moins que nous lors de ses propres études universitaires. Donc ça, c'est numéro un. Numéro deux a à faire avec les infrastructures. Comme je l'ai dit plus tôt, les infrastructures coûtent de plus en plus cher à maintenir, mais cela signifie que les étudiants de plus vieille génération ont pu réussir à compléter leur éducation sans payer les frais de maintenance. Et maintenant que les universités vieillissent, or nous, étudiants en 2011, sommes responsables des établissements universitaires qui ont été utilisés par tous les étudiants à partir des années 60. Donc, pour ces deux raisons, moins le système est juste en faveur de nous, comparément aux baby boomers et ceux qui ont complété leurs études il y a maintenant 30 ou 40 ans. Maintenant, je vais discuter de l'argument qui est, à mon avis, un des plus importants de cette présentation. Pour chaque tranche de 1000 dollars de frais de scolarité que le gouvernement augmente sur les étudiants, il y a une diminution d'inscription à l'université de 2 à 3% de la population. Donc, par exemple, lors des années 90, il y a eu une augmentation au niveau canadien d'environ 2000 dollars. Eh bien, d'après la communauté scientifique, si les augmentations des années 90-91 n'avaient pas eu lieu, le taux de participation universitaire en 2002 n'aurait pas été de 19%, comme ça a été le cas, mais bien de 23 à 25%. Si on prend cette augmentation de participation et qu'on reste relativement conservateur, donc on va seulement avec une augmentation de 4%, ce qui est le minimum, cela équivaut à 1,5 million de Canadiens qui ne sont pas allés à l'université à cause de la hausse de frais de scolarité en 1990. Donc, bien sûr, l'augmentation de 325 sur 5 ans équivaut à 1600 Donc, si on se fie à ces chiffres, eh bien, on peut s'attendre à ce qu'il y ait un taux de participation négatif de 3 à 4% d'ici 5 ans. Si on compare à la situation où est-ce qu'on n'a fait aucune augmentation des frais de scolarité.